Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Rendez-vous du Futur. C'est le 83e Rendez-vous du Futur. Souvenez-vous, en juin 2010, avec Joël de Ronet, notre parrain, nous lancions comme ça ce projet comme un bateau que nous lancions dans un océan qu'on ne connaissait pas de repères. Et finalement, on y est toujours. On a pas mal bourlingué depuis, n'est-ce pas Niels Niels Yazosmanov, que vous connaissez par cœur, je vous le présente plus. Le président du Cube, bien sûr. Cette émission est évidemment très particulière parce qu'elle a lieu pendant notre deuxième festival des Rendez-vous du Futur, qui lui-même est très particulier puisqu'il a lieu pendant la Social Good Week, la semaine du web social et solidaire, la jolie initiative que nous accompagnons déjà depuis plusieurs années. Ça fait 3 ans que nous les accompagnons et nous en sommes vraiment, vraiment heureux. Heureux également de cette émission qui est coproduite par Triple C, la JD Carré et le Cube. Cette émission, permettez-moi de vous présenter nos invités. Donc Isabelle Lefort. Bonjour, vous êtes directrice éditoriale du Positive Forum et vous êtes auteur au Lien qui libère. Alors je vais le montrer. C'est un ouvrage. Ah oui, il faut 2 mains. L'Atlas de la planète positive. Donc aux éditions Les Liens qui libèrent. Un ouvrage, donc évidemment nous allons en parler. Un ouvrage qu'il faut avoir. Voilà, tout simplement. Merci. J'ai pas d'autres mots. Il faut juste l'avoir. Julie Joly, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du CFJ et directrice également de l'école W. Oui. C'est quoi l'école W? Le CFJ, on a une vague idée, mais l'école W. Alors, le CFJ, d'abord, c'est le Centre de formation des journalistes que tout le monde ne connaît pas. Et l'école W a été créée cette année par le CFJ. C'est l'école des créateurs de contenu numérique. Voilà, tout simplement. J'en parlerai plus tout à l'heure, si vous voulez. Oui, ça sera intéressant. On va sans doute évidemment beaucoup parler de transmission, d'éducation, de nouvelles générations également. Niels, est-ce que c'est souvent Niels, vous avez le privilège de la première question? Est-ce que vous préférez les questions qui fâchent tout de suite ou sinon c'est moi qu'on y aille plus progressivement? On peut aller dans le qui fâche. Alors je vais commencer avec Julie. Je suis là. Merci. Voilà. Depuis quelques mois déjà, la société de presse, l'agence de presse américaine, utilise des robots pour rédiger les articles en quelques secondes. Avec l'intelligence artificielle, la big data, ça va bouleverser donc le monde du journalisme, le remplacer en grande partie. Qu'est-ce qu'on doit apprendre aujourd'hui aux jeunes journalistes dans ce contexte-là? C'est très important ce que vous dites, parce que c'est justement tous ces changements et tous ces robots qui nous ont fait réfléchir à la transformation du CFJ et de la création de l'école W. Ça va remplacer une forme de journalisme, c'est sûr. Celui qui, en fait, à mon sens, n'a pas énormément de valeur ajoutée, enfin, qui est très utile au lecteur, qui apporte des résultats économiques, sportifs, qui vient en temps réel apporter de l'information. Ce que j'appelle moi la valeur ajoutée d'un journaliste, c'est son sens de l'analyse, la remise dans le contexte, et aussi sa créativité. Et c'est peut-être là-dessus qu'il fallait innover, parce qu'un journaliste, ce qu'il peut faire, bien sûr, c'est vérifier ses sources, savoir écrire, savoir produire, mais savoir aussi toucher un lecteur, lui parler, comprendre ses attentes. Peut-être qu'encore un bot, un robot ne sait pas faire, même si l'intelligence artificielle promet de belles choses. Le CFJ se situe à cet endroit-là. En tout cas, c'est ce qui m'intéresse. Je pense qu'on est à côté de ce qui est automatisable dans une période où toute la part humaine et sensible de l'analyse appartient encore au cerveau d'un journaliste. Si je peux aborder, Isabelle Lefort, bien sûr. Pardon, si je peux aborder en ce sens, je donne également des cours de journalisme à Sciences Po. Et la veille des élections américaines, nous avons travaillé sur le data journalisme et nous avons pris l'exemple des résultats annoncés par Nate Silver. Donc les étudiants se sont plongés dedans, on a analysé et on a vu le résultat. Le data journalisme n'a pas du tout prévu, au contraire, c'est complètement planté. Donc je pense qu'il y a encore énormément de marge de manœuvre pour l'humain, pour l'analyse, pour l'intelligence et la sensibilité en particulier sur l'écriture. Julie, oui. Ce que je trouve passionnant, effectivement, c'est que c'est de la même manière, nous, on demande à nos étudiants aussi, comme vous le faites, de s'attacher à comprendre les outils du data de plus en plus. Donc oui, le data ne fera pas tout seul, le robot non plus, mais le journaliste qui ne comprendra pas comment la data fonctionne et comment s'en servir, qui ne s'intéressera pas aux tendances, aux trends, aux analytics, celui-là passe à côté aussi de sources d'informations qui sont colossales. Donc c'est là tout le nouveau travail journalistique qui est demandé
et qui est passionnant, je pense. Mais les principes de la formation, finalement, restent peut-être les mêmes qu'il y a de nombreuses années et quelques années. C'est le discernement, c'est la compréhension, c'est la curiosité, mais c'est la prise de recul aussi. Il y a des fondamentaux, c'est évident. Et d'ailleurs, c'est peut-être ceux qui ont manqué à beaucoup de journalistes ou et beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, en premier lieu, et l'autocritique est importante. Il y a des fondamentaux à respecter qui sont l'éthique, la rigueur. Je peux répéter les 5 W aussi. Le principe de savoir d'où l'on parle, à qui l'on parle et de quoi on parle. Bon, très bien. Ce qui a totalement changé quand même, c'est la pratique du métier. Un journaliste ne travaille plus tout seul et de moins en moins. Donc effectivement, comprendre à travailler avec des instruments, des outils, mais aussi des équipes, des codeurs, des graphistes, d'autres expertises techniques ou pas. Il y a aussi évidemment la question du temps. Enfin, il a beaucoup plus à produire en un temps réduit. Donc comment faire face à cette pression sans perdre le sens des fondamentaux? Ça a vraiment considérablement changé le métier. Isabelle ? Oui, et je pense qu'il y a également une baisse des moyens. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en matière d'enquête, en matière de reportage, les journaux ont moins de moyens. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est ce qu'on peut voir avec une enquête comme les Panama Papers, le développement de l'International Journalist Consortium. Je vais me tromper un tout petit peu sur l'acronyme. Mais il y a une volonté de continuer à faire du journalisme de très haute qualité. Et les grandes enquêtes qui sortent aujourd'hui retrouvent par ce biais une possibilité de le faire. Et effectivement, les fondamentaux sont les mêmes. Mais il faut revenir à ces fondamentaux en n'oubliant pas ce travail très artisanal, qui est un travail de long terme et qui est un travail d'humilité. Être humble devant un sujet, c'est vraiment fondamental. Et la nouvelle génération, justement, vous êtes au contact de tous ces futurs journalistes. L'humilité, les jeunes aujourd'hui, l'humilité, comment ça se passe? Alors, ce serait un vaste débat. Avant ça, une première chose que vous venez de dire est très importante sur les collectifs. Pour moi, c'est ça la créativité, celle qu'on attend. Et effectivement, l'humilité, elle est là déjà. Être capable de se dire qu'on n'y arrivera pas tout seul. Les moyens diminuent, mais quand on est à plusieurs, et le crowdfunding le prouve tous les jours, on arrive à faire de très belles choses et de très grandes choses. Les jeunes journalistes ou les jeunes aspirants journalistes et ceux qui sont en fait plus jeunes encore dans l'école W, puisqu'ils ont entre 17 et 23 ans, aspirant à la création de contenu numérique, sont dans une démarche de curiosité, je dirais, totale. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas, et d'ailleurs, ils ne savent pas quels seront leurs métiers plus tard. Ils ne le savent pas, et nous, on n'est pas vraiment là pour les rassurer, puisqu'on leur dit que ces métiers-là sont à construire avec eux. Donc, on leur a dit explicitement à l'école W, on va vous former aux métiers qui n'existent pas. Et on va le faire avec vous, c'est ces métiers du contenu et du récit, sous toutes ces formes. Donc ces jeunes, en tout cas, à l'école W, savent où ils ont mis les pieds. Ils savent qu'ils ont tout à apprendre et à construire avec nous. Au CFJ, c'est un petit peu différent, parce qu'ils sont arrivés dans une école qui est une institution, qui a 70 ans cette année. Ils s'attendent à découvrir un métier, en même temps qu'ils s'attendent aussi à exercer un métier qui est très beau. Et ils savent très bien que le contexte économique est très difficile. Donc pour eux, je dirais qu'il y a une forme d'humilité presque écrasante. Ils sont presque en position d'infériorité par rapport à tous les discussions qu'on connaît et les grands actionnaires qui vont décider à leur place aujourd'hui de la qualité des journaux. Donc j'ai envie, à la limite, à eux, on a envie de leur dire de reprendre confiance et de leur donner ces outils de la confiance aussi. Je confonds pas cette confiance-là et l'arrogance journalistique qui est insupportable et qui serait celle de penser qu'un journaliste est mieux placé que quiconque pour savoir ce qui va se passer et ce qui peut se dire. Ça, ils l'apprennent au quotidien, évidemment. Donc c'est pas l'école du commentaire. Alors ça, c'est exactement l'inverse. Je ne peux pas dire que malheureusement 100% des gens issus du CFJ ou qui en sortiront ne seront pas des... 70 ans, vous ne pouvez pas malheureusement, assumer je ne pourrais pas le jurer et j'aimerais bien pouvoir le faire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est effectivement le contraire de ce qui nous fait avancer. C'est certain. Ouais. Juste pour revenir un petit peu sur la notion de data journalisme. Alors dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça recouvre un peu deux champs. Il y a d'une part le champ des réseaux sociaux, donc qui d'ailleurs peuvent être également utilisés comme si ce n'est des journalistes, en tout cas des témoins de proximité. Là où il se passe quelque chose, quelqu'un en parle, prend une photo, une vidéo, et hop, si c'est canalisé, ça peut servir au journalisme. Il y a aussi sentir la température sociale sur un sujet, etc. Et puis il y a un autre axe qui est vraiment le data scientisme, c'est-à-dire le croisement massif de données, de corréler des données entre elles pour avoir des informations qu'on n'aurait pas eues sinon. Enfin, autrement, je veux dire.
Est-ce que vous voyez d'autres aspects du data journalisme ou est-ce que c'est à peu près est-ce que c'est des choses qui sont abordées dans l'école? Moi, je crois que je vois ces deux familles-là aussi, d'exercice du champ journalistique. Pour moi, effectivement, ils sont très différents. Et surtout, l'élection de Trump a montré que prendre la température sur les réseaux sociaux pouvait être effectivement extrêmement biaisé. Donc, en termes en termes de sources, de vérification d'informations, ça, pour le coup, on en parle beaucoup avec eux, mais on n'a pas non plus de recette miracle. On sait bien que c'est extrêmement difficile aujourd'hui de vérifier et d'être sûr que ce qui est vu, les tendances même des réseaux sont les bonnes. En revanche, la data science, celle qui va chercher dans les chiffres, et les chiffres de manière très large, et qui sont maintenant en open access, dans beaucoup de cas, des informations, oui, on leur apprend. Et c'est intéressant parce que souvent on leur apprend un peu à leur corps défendant. Ils ne sont pas toujours venus dans une école de journalisme pour se taper des tableurs Excel. Et quand on leur fait rencontrer des data journalistes, et on travaille avec certains et qui sont pour nous des grandes sources d'inspiration, je pense à Karen Bastien de We Do Data notamment, mais aussi DataGIF, etc. Ils viennent leur expliquer que dans ces datas-là, dans ces chiffres-là, il y a des histoires. Et tout le travail d'un journaliste va être de transformer des tableaux de chiffres en problématiques journalistiques et pas seulement en grande théorie générale. Donc c'est fondamental, ils l'apprennent. Alors beaucoup, en fait, au cours des 2 années du CFJ, se découvrent un intérêt assez fort pour le sujet. Avant de se prétendre data scientist, il y a encore un chemin à faire qui est souvent un peu plus ardu. C'est pour ça qu'aussi, on s'est posé la question de comment préparer des jeunes aux écoles de journalisme en amont, donc après le bac, parce que le CFJ est à bac +3, et déjà de leur inculquer cette notion-là plus jeune, voilà, pour leur apprendre à aller explorer tous les champs de la connaissance. Mais le data en fait partie, bien sûr. Juste effectivement, quand sur les réseaux sociaux, c'est des formes de témoignage et entre guillemets de déversement de témoignages, avec une absence parfois de contrôle effectivement. Et c'est là où les GAFA ont un rôle à jouer. Et c'est un vrai questionnement sur entre liberté d'expression, filtre ou non filtre, etc. Nous, en tant que journalistes, on doit veiller, quand on rend compte de ces informations ou de ces témoignages qui sont donnés sur les réseaux sociaux, comment justement on doit apprendre à en rendre compte ou non. Et après, le data scientisme, c'est absolument formidable parce que c'est des sources effectivement d'histoire et c'est une matière absolument formidable pour développer des histoires racontées, etc. Ça, c'est une des grandes sources de demain. Alors on va passer un peu d'un sujet à l'autre, mais l'idée c'est aussi de créer des résonances et puis d'échanger. Isabelle Lefort, vous avez écrit et coordonné la réalisation des éditions 2014-2015 du Positive Book, du Positive Economy Forum, qui chaque année réunit des personnalités qui s'engagent pour un monde meilleur. L'économie positive, c'est un concept, vous me direz si je me trompe, qui relie des visions de progrès comme l'économie du bonheur, le care, la responsabilité sociétale, l'économie circulaire, le respect des générations futures, etc. Ma question, c'est est-ce que vous avez pu constater au fil de l'eau une progression de ces idées dans la société, ou est-ce qu'au contraire, vous avez le sentiment qu'elles pourraient soit stagner, soit refluer dans ce moment de crise, de mutation? Alors non, je pense qu'il y a effectivement une vraie progression. Ça, elle est indéniable, elle est partout. En revanche, il y a un problème de médiatisation et d'écoute de la part, en particulier, des politiques. Beaucoup moins des entrepreneurs qui, eux, avancent parce qu'ils sont obligés, à la fois par les politiques RSE, les obligations légales, une politique plutôt très volontariste du gouvernement actuel, mais même des autres gouvernements. En revanche, les politiques eux-mêmes sont très en retard, très en retrait, et ne s'emparent pas des sujets. Que ce soit en France, on l'a vu notamment dans les débats des primaires, où les questions de RSE, de développement durable n'ont pas du tout été abordées. On le voit de la manière dont ils abordent le thème politique en lui-même, et également aux États-Unis. En revanche, quand on voit au moment de COP22 l'appel des grandes entreprises qui écrivent une lettre à Trump en disant le développement durable était un sujet extrêmement important, on voit bien que le monde économique s'en empare. Idem, quand on voit à Paris la manière dont Anne Hidalgo veut situer Paris
comme capitale de l'économie sociale et solidaire, en faisant appel à Mohamed Younous comme ambassadeur pour la candidature des Jeux Olympiques, il se passe quelque chose quand même. D'accord, parce qu'on voit qu'aux États-Unis, par exemple, c'est plutôt les climato-sceptiques aujourd'hui qui reviennent au pouvoir. Mais ça, pour vous, c'est un épiphénomène. Ça va finalement, l'économie va se réguler et réguler du coup J'adorerais que ce soit un épiphénomène. Maintenant, Trump est au pouvoir, donc voilà, ce ne sera pas le cas. Simplement, il y a une vraie mobilisation à la fois du public, des Américains, et parallèlement une vraie mobilisation des entreprises, parce que investir dans le développement durable, en particulier l'énergie, tout ce qui va être recyclage, etc., c'est un vrai marché pour demain. Et en plus, les jeunes consommateurs mobilisent les entreprises en leur disant « Attention, nous, on va se tourner vers d'autres entreprises si vous n'appliquez pas des nouvelles règles. » Donc, il y a forcément un courant extrêmement fort. Donc, est-ce que jusqu'où va aller l'autoritarisme, le conservatisme, voire la régression du gouvernement Trump? Malheureusement, on le saura dans quelques mois, mais il est certain qu'il y a des mobilisations très très fortes partout ailleurs. Et on verra ce qui se passera également en France et en Europe. Julie Joly, donc Isabelle Lefort vient de dire qu'un des problèmes, c'était la médiatisation. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit aux journalistes? Est-ce que c'est de leur faute, entre guillemets, ou est-ce que c'est autre chose qui se passe? Je suis partagée sur le sujet parce que je pense qu'il y a deux choses. Il y a sans doute effectivement une question du traitement par les médias des sujets, disons, positifs, en tout cas de ce qui se passe de bon et de concret. Il y a généralement, je pense, une assez faible compréhension des tendances économiques, en fait, chez les journalistes. Et trop peu de journalistes, peut-être, comprennent qu'il se passe des choses en dehors des institutions, des initiatives qui viennent des citoyens, des entreprises, des villes, des municipalités, mais qui sont en dehors peut-être des grandes tendances. Donc ça, c'est une culture à créer, et c'est sans doute à nous de le faire, parce qu'elle n'est pas partagée encore par beaucoup de journalistes dans les rédactions, d'une part. Ensuite, je suis un peu sceptique, là c'est un autre sujet, c'est pas le vôtre du tout, sur cette idée de journalisme positif. Et ce qui n'est pas ce que vous défendez, j'ai bien compris. Et c'est là-dessus que je pense qu'il faut faire la part des choses. C'est que je pense qu'il faut être capable à la fois de parler de ce qui se passe réellement, et donc qu'elle soit positive ou non, sans verser dans ce qui, à mon sens, est un petit peu un abus de langage, dans ce journalisme qui ne serait que positif et qui, du coup, pense que en ne parlant plus de ce qui ne va pas, on réglerait les choses. Donc tout l'enjeu pour moi, c'est comment parler de ce qui va et de ce qui ne va pas, avec peut-être derrière l'idée d'apporter des solutions, avec l'envie que les choses avancent, de faire avancer le débat. Et c'est ce qui, pour revenir simplement dans ma place d'école, ce qu'on peut essayer d'inculquer aux plus jeunes, c'est cette envie d'apporter et d'avoir un impact sur ce qu'ils font. Mais parfois, l'impact va venir aussi de la dénonciation. On peut dénoncer des choses importantes et qui, je veux dire, vous parliez du consortium tout à l'heure international, ils n'ont pas fait que des gentils papiers sur des gentilles personnes. Et ils ont eu un impact extrêmement positif, je pense, sur les dérives de la finance. Je crois un journaliste doit rendre compte de ce qui se passe dans le monde, donc dans la marche du monde, que ce soit positif ou négatif, enfin entre guillemets, c'est pas le problème. C'est que se passe-t-il? Donc, et après, de faire un discours angélique, ça c'est absolument faux. Et je pense que les lecteurs ou les auditeurs détourneront immédiatement parce que ce qu'ils souhaitent, ce sont des histoires fondées sur le réel. Et en revanche, de ne pas prendre en compte ce qui se passe, ça c'est une erreur. Mais c'est souvent, pour l'avoir vécu en tant que journaliste ou rédacteur en chef, c'est une question de génération. On voit bien aujourd'hui à la tête des journaux beaucoup de responsables qui ne sont pas intéressés ou qui ne sont pas sensibles à ces sujets. Et ils ne le sont que si ça devient un sujet qui a un attrait ou politique ou un attrait économique et en particulier annonceur. Et ces dernières années, notamment dans la sphère économique, dans la presse économique, des entreprises, parce qu'elles ont eu besoin de communiquer sur le plan de la RSE, etc., ont commencé à subventionner des publi-reportages ou de l'inclusive journalisme, etc. Bon. Et ça a permis de commencer à faire bouger. Je pense que la jeune génération de journalistes qui arrive, qui est elle-même beaucoup plus sensible à ces sujets, on le voit dans les grandes écoles, si on prend des réseaux comme le Noise,
qui réunit plus de 7 grandes écoles, etc. Et on voit bien que dans ces écoles, les jeunes ont de plus en plus envie de s'intéresser à tous ces sujets de RSE. Ils vont demain créer des entreprises, joindre des grands groupes ou faire du journalisme. Et eux vont pousser à s'intéresser à ces sujets. Ça montre aussi, je trouve, la déconnexion entre les dirigeants, les patrons, aujourd'hui, c'est vrai, hein, des grands médias et la base, enfin la base des jeunes journalistes. Je souriais parce que Laure Belot est venue nous parler de la déconnexion des élites dans un rendez-vous. Laure Belot est venue au CFJ faire sa conférence, on a trouvé ça passionnant, et effectivement, nous on la constate tous les jours, c'est que ce qu'on décrit sur la compréhension de ce qui se passe, parfois, est mieux analysé par des jeunes de terrain, évidemment, que dans des bureaux du 8e étage, non loin d'ici. Voilà. Et ce journalisme, donc, qui doit rendre compte de la marche du monde, être objectif, donc, il s'exerce plutôt où aujourd'hui pour les jeunes générations? Est-ce que ça les fait rêver d'aller dans les grands médias, ou est-ce qu'ils se disent non, nous on a plutôt envie d'être par exemple sur un média alternatif, plus sur Internet, comment ils abordent aujourd'hui le monde de... Très clairement, ce qui les fait rêver, c'est de vivre de leur métier aujourd'hui. Donc le vrai problème, c'est où. Oui, et c'est pas tant de savoir si il y a des grands médias qui respectent très bien encore, heureusement, la liberté, l'intelligence journalistique, la créativité aussi, et des petits médias qui ne survivent pas, et qui n'ont pas trouvé de modèle économique. Donc ils ont tous envie de témoigner de ce qu'ils voient. Ils ont certains fait des choix qui sont des choix souvent pragmatiques, hein, soit de créer leurs médias, soit de rejoindre des rédactions, soit de partir à l'étranger. Ce qui est aujourd'hui, moi, ce qui je trouve difficile, et c'est pas tant pour les plus jeunes, parce que je pense que c'est pareil pour vous, mais les plus jeunes trouvent en général du travail, ils ont des compétences tellement polyvalentes et croisées, et une telle énergie qu'ils trouvent en fait du travail. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est pour ceux qui ont entre 30 et 40 ans, 40 et 50 ans, qui sont d'excellents journalistes, à qui il manque peut-être une forme d'agilité, mais pas tant que ça, et qui, eux, dont la qualité n'a plus de valeur dans les grands groupes. Et cela doit apprendre à sortir des grands groupes. Donc c'est plutôt pour eux, moi, que je m'inquiète. Oui, parce qu'effectivement, il y a une forme de... Vous avez parlé d'agilité. Ils n'ont pas été formés à cette agilité. Ils ont été formés pour être aujourd'hui journalistes de radio, aujourd'hui, etc. Et aujourd'hui, et désormais, il faut être totalement polyvalent. C'est-à-dire qu'il faut mettre son intelligence au service d'une multitude de possibilités, et avec un seul objectif qui est de comprendre et de rendre compte de sa compréhension, avec sa curiosité. Et beaucoup ont perdu cela. Par ailleurs, il coûte plus cher. Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même eu une baisse très claire des salaires, et les quelques entreprises qui demeurent et qui payent leurs journalistes, les payent beaucoup moins cher qu'il y a 5 ans, 10 ans, etc. Il y a une baisse très très nette. Donc pour eux, qui arrivent s'ils perdent leur job ou s'ils sont encore indépendants, c'est très très difficile de retrouver des postes. Alors, à temps plein, c'est complètement difficile. Et après, un niveau de vie qui correspond à leur train de vie, en fait. Est-ce qu'il ne faut pas être formé à l'auto-formation, si je puis dire? C'est finalement, ils n'ont pas été formés aux métiers actuels. Mais les métiers de dans 10 ans n'existent toujours pas maintenant, ou alors seront des émanations. Ce qu'on fait là, ça n'existait pas il y a 10 ans, au final. Pardon, mais ça j'en suis absolument convaincue. Et c'est vrai que, et en l'occurrence, c'est notre responsabilité à nous aujourd'hui, école. C'est celle sans doute des entreprises et des médias d'encourager leurs salariés à s'auto-former et à apprendre cette agilité-là. C'est pour ça que j'en veux aussi un peu parfois à des rédactions de ne pas avoir encouragé ça en interne, mais aussi aux écoles sans doute de ne pas avoir su plutôt prendre ce virage-là. Mais effectivement, quand on parlait tout à l'heure de la facilité pour certains jeunes, facilité évidemment on s'entend, mais comparativement aux plus anciens, à trouver du travail, elle tient à ça. C'est-à-dire que ceux-là peut-être ont une beaucoup plus grande capacité à apprendre au long de leur vie. Et ça veut dire quoi, s'auto-former, si ce n'est savoir qu'on ne sait pas tout. C'est tout. Et en fait, c'est ça. Donc on en revient à l'humilité. Exactement. Et comprendre effectivement d'abord qu'ils ne sauront pas tout à l'instant T, qu'en sortant les choses auront beaucoup changé, mais qu'aussi ils ne pourront pas travailler tout seuls. Et puis certains étudiants qui sortent de grandes écoles comme la vôtre peuvent peut-être être déroutés quelques années après de travailler pour une chaîne info et de se retrouver à filmer une porte qui s'ouvre de temps en temps, qui s'ouvre pas, qui s'ouvre pas, qui s'ouvre, et finalement à filmer du vide, parce que c'est un petit peu ça, on est dans un discontinu de vide. Tout à l'heure vous me demandiez si vous étiez plutôt candidat à des grands groupes ou pas. Effectivement, je dois dire que j'ai beaucoup d'étudiants,
et je suis pas la seule, je pense, qui refusent des postes. Ce qui nous paraît fou quand on parle de crise des médias. Mais effectivement, et je pense que c'est ce qui vous réunit tous ici dans le Cube, hein, c'est la recherche de sens qui est commune à ces jeunes, à nous, lecteurs, citoyens, interdit aujourd'hui qu'on pratique un métier qui n'en est aucun. Enfin, je veux dire, effectivement, filmer des portes qui s'ouvrent, Sauf ça qu'ils rêvent n'intéresse tous d'être personne. Albert Londres, mais il y a Alors, beaucoup entre de la porte qui possibilités. s'ouvre et Albert Londres, il y a quand même un éventail de trucs à faire. Il y a beaucoup de portes. Il y a pas mal de choses à faire et ils sont pas tous à Albert Londres non plus, mais beaucoup ont fait la preuve, ils le font tous les jours, qu'il y avait des histoires et des récits à faire absolument passionnants. Mais ce qui est sûr, c'est c'est tout le paradoxe, c'est qu'on leur apprend l'humilité et en même temps cette forme de confiance qui fait qu'ils peuvent pas tout accepter. Et ça, c'est difficile après pour eux. Isabelle, un Je mot. trouve très intéressant, par exemple, là, il y a un web documentaire qui va sortir, je ne sais pas si vous en avez parlé, qui s'appelle WENAC, qui a été monté par l'ONG Make Sense et qui finance eux-mêmes désormais leurs reportages ou des web documentaires. Donc, ils sont partis pour suivre les réfugiés. WENAC, ça veut dire où êtes-vous? Et en fait, c'était pour suivre tous les Syriens, notamment, qui partaient. Et c'était leur mot d'ordre sur les réseaux, c'était où êtes-vous pour suivre. Le web documentaire, moi j'ai juste vu pour l'instant un seul épisode, est absolument remarquable. Eh bien, ils ont fait leur propre chemin, ils ont préfinancé l'ensemble, puis derrière, maintenant ils sont en association avec Arte, avec le Courrier International. Et cette volonté, puisque Make Sense, c'est véritablement faire sens, et ça correspond parfaitement aussi à cette jeune génération qui a dû inventer ces boulots, parce qu'en 2009, on leur a dit, vous n'aurez pas de boulot, et maintenant ils font du journalisme d'une excellente qualité, en ayant trouvé des biais qu'effectivement des journalistes de 30-40 ans établis dans des rédactions où ils seraient allés chercher immédiatement énormément d'argent pour le faire, n'auraient pas pu le faire. Il y a un nouveau métier qui est apparu dans les années 90, qui s'appelle le serious gaming, et qui était né de la convergence c'était une joint venture entre l'armée américaine et Hollywood. Et l'idée, c'était de mettre des auteurs, des créatifs, des scénaristes, etc., autour de la table avec des militaires pour modéliser des situations de guerre, pour faire du recrutement, tester, etc. Aujourd'hui, on est dans un paradigme qui est en train d'arriver, qui est celui de la réalité virtuelle. Alibaba a investi $1 milliard dans des magasins du futur totalement virtuels avec l'Oculus. Et alors j'ai vu qu'en 2015, le CFJ a participé au premier hackathon de réalité virtuelle autour du réchauffement climatique. Alors déjà, est-ce que vous pouvez en dire 2 mots et puis après prolonger peut-être sur ces nouveaux paradigmes de représentation qui arrivent et qui vont peut-être complètement percuter le journalisme là encore. Alors sur ce hackathon, ce qui est amusant, c'est que c'est un peu, je pense, comme pour les jeunes étudiants qui ont fait leur sujet, c'est un hasard total. C'est-à-dire que c'est comme toujours dans les innovations, je pense, la rencontre entre une chercheuse et l'école, qui à un moment se disent comment est-ce qu'on pourrait parler du climat autrement. Et donc on a organisé en 3 jours et demi ce hackathon, aussi peu virtuel que son nom l'indiquait. Donc effectivement, l'idée était encore une fois, de remettre le récit au cœur du virtuel. Comment raconter sans montrer, ou en montrant autrement. L'impact que ça a sur nous, il est très fort, au point qu'on travaille, nous, étroitement avec le Google News Lab. On fait partie maintenant du réseau des universités internationales du Google News Lab. On a besoin de savoir ce qui se passe, quels sont les médias qui s'emparent de ces technologies, comment est-ce qu'ils traduisent des reportages en réalité virtuelle. Et on a besoin aussi de s'interroger sans arrêt à la manière de, encore une fois, témoigner dans cet environnement. Très concrètement, on travaille avec des écoles de design, avec des écoles de code. On travaille avec une école danoise qui s'appelle Chaos Pilot, qui forme les pilotes du chaos. C'est vous dire à quel point on ne sait pas tout faire. Et on s'appuie aussi sur un réseau de gens qui, autour de nous, comme nous, s'interrogent sur la manière de travailler ensemble. Donc la question est forte pour vous dire, au point qu'on a créé cette année, on s'est dit on va créer un prix qui n'est même pas un prix pour les étudiants, mais qui est un prix pour tous ceux qui prennent ce risque-là d'aller explorer des nouveaux formats. On a créé le prix Next Journalism avec la Nieman Foundation d'Harvard, de la même manière, parce que à force de voir en France des anciens élèves de la Nieman revenir avec des idées insensées, comme créer un magazine vivant sur scène, comme créer des entreprises de narration interactive, on s'est dit donc en fait, qu'est-ce qu'il faut pour débloquer chez les journalistes, qu'ils soient plus âgés ou plus jeunes, ce courage d'oser passer à l'entrepreneuriat ou simplement à l'intrapreneuriat pour certains. Donc
tout ça cumulé, c'est-à-dire les rencontres, la technologie, des jeunes plus curieux sans doute, et puis des écoles plus ouvertes. Je pense qu'on est simplement aussi plus ouvert à ces idées-là, font que chaque année, moi je ne peux pas vous dire si dans un an on n'ouvrira pas peut-être une formation dédiée. Là je réfléchis en ce moment pour l'année prochaine à un projet qui mettrait en relation justement ces écoles pour créer un lieu qui permette de monter à plusieurs des projets du UX design. Voilà, et qui peut-être seront pas du tout journalistiques, peut-être le seront totalement, j'en ai aucune idée, à la limite ça m'est égal. Hein. Ce qui m'intéresse moi, c'est qu'on croise des gens... C'est l'interdisciplinarité, l'hybridation. Oui, quoi. Et puis que je ne sais pas ce qu'il en sortira. Il peut sortir que du bon de la rencontre, je pense. Bon. Oui, puis c'est le faire, c'est-à-dire qu'on est quand même sur une transformation de l'ensemble de notre société et donc du journalisme également. On ne sait pas où on va. On sait qu'on a nos basiques qui seront, quels qu'ils soient, pour raconter une histoire sur les fondamentaux, etc., toujours les mêmes. Et puis après, tous les champs sont possibles d'adaptation et de transformation. Et c'est là où c'est complètement passionnant. On ne sait pas où on va, mais l'important, c'est de réfléchir, de faire du crossing avec les différentes disciplines et les différents pays également, parce que là, il y a beaucoup de choses qui se passent. En fait, c'est comme un rendez-vous du futur. On sait, il est vaguement structuré, puis après, on ne sait pas où le dialogue nous mène. C'est la recherche, hein, donc il faut s'attarder. C'est absolument passionnant. Niels, une des dernières questions, il va rester 5 minutes. Il faut du chaos en soi pour enfanter une étoile qui danse. Voilà. Néanmoins... C'était Nietzsche. Alors, je reviens quand même sur l'école W, parce qu'elle a ouvert ses portes le 17 octobre dernier. Alors, c'est très, 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 très jeune, mais néanmoins, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur la première promo, le type de profil, comment vous les avez recrutés, enfin, qu'est-ce que... Je vais vous dire en quelques... Oui, j'essaie de faire court, parce que pour nous, c'est une telle aventure, enfin, d'avoir essayé de... Voilà. Alors, ces jeunes qui sont arrivés, il y a plusieurs choses. D'abord, ils sont dans un nouveau lieu. C'est-à-dire qu'on a tous déménagé avec l'école W. On a créé un lieu qui est dans le 12e arrondissement et qui fédère le CFJ, ses studios, télé, radio, multimédia, les étudiants de l'école W qui sont 70 en première année, mais aussi une dizaine de start-up, et dont parmi lesquels, un collectif d'investigation, notamment, une association qui aide bénévolement des jeunes à passer les concours de journalisme dans toutes les écoles, du design, d'architecture d'information, du long format, du podcast, enfin voilà. L'idée étant, encore une fois, on a aussi un Fab Lab, d'hybrider ces étudiants, journalistes, non journalistes pour les W encore, des entrepreneurs, autour de projets possibles, on ne sait pas, et certains se rencontrent, d'autres moins, dans ce lieu. Voilà, ça c'était une grosse étape du projet pour nous. Les étudiants, ils ont entre 17 et 23 ans aujourd'hui. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on les a pas recrutés sur le dossier scolaire, ce qui est très différent du CFJ. Il n'y a pas de concours pour entrer à W. Encore une fois, le CFJ est une institution avec un concours monstrueux. On a 5% d'élèves qui réussissent ce concours. Ouais. Non, mais donc c'est un truc atrocement élitiste. Des 3 écoles qu'il faut tenter quand on veut être journaliste. Et toute l'idée était de comment faire quelque chose de très bonne qualité sans retomber dans ce pour moi, cette impasse de l'élitisme scolaire en tout cas. Parce qu'il y a évidemment des talents exceptionnels partout. Donc on est allé les chercher, ces talents-là, ils sont aussi venus nous voir, mais sur un principe d'épreuve de créativité, de rencontre. Et donc on a des profils effectivement très différents, des gens qui sont très bons élèves, mais qui en fait, une fois arrivés en prépa ou à l'étranger ou à la fac, s'ennuyaient. D'autres pas scolaires du tout, étiquetés comme des mauvais, et qui se révèlent ultra doués, hyper créatifs, et qui mis ensemble reprennent confiance. Et l'idée de la confiance, je pense à votre livre aussi, et à cet aspect positif, est central dans la pédagogie. C'est comment, avec bienveillance, apprendre les uns des autres, sans savoir très bien où on va, rendez-vous du futur toujours, mais avec l'ambition de construire ensemble. Voilà. Et en fait, si j'ai bien compris, c'est vraiment une plateforme, c'est-à-dire qu'il y a l'école, le Fab Lab, la pépinière. On peut imaginer que demain, la pépinière accueillera les premiers diplômés qui auront déjà commencé à faire leur start-up tout en étudiant. C'est un peu ça Absolument. C'est un gros incubateur aussi, quoi. Alors c'est ça, mais sans vouloir, et je reviens encore une fois à l'idée du prix Next, sans vouloir à tout prix incuber nos étudiants. C'est-à-dire qu'on le fera peut-être pas. Je me fixe pas ça comme une injonction. Je me dis pas que c'est pas de la communication. Je suis pas en train de vouloir communiquer sur les succès des étudiants. Quand les étudiants ont créé le 4 heures, on s'est pas dit qu'on allait garder le 4 heures. Ça leur appartient, ils l'incubent où ils veulent. C'est pas, je suis pas ni un hôtel d'entreprise, ni un incubateur. Je suis une école. En revanche, l'école pour moi du 21e siècle, c'est celle qui met les étudiants en relation avec des porteurs de projets et qui ensuite crée des liens. Et juste très rapidement, en 2 mots, la sélection, ça se passe comment ? Est-ce qu'il y a un coût ?
concrètement, Oui, très pour des concrètement, jeunes là, qui on nous a un écoutent? site internet, c'est écolew.com, sur lequel il y a un formulaire en ligne. Il y a 5 questions qui sont gratuites, qui sont très personnelles, auxquelles il faut répondre en toute Modèle franchise. freemium. Voilà. C'est Et ça, c'est ensuite, exactement ça. si nous on considère qu'on a envie de vous rencontrer vos enfants, on prend rendez-vous et là on fait payer 100 € parce qu'on fait venir un jury d'entrepreneurs, donc on les paye aussi pour venir. Et voilà. Ensuite, c'est les épreuves classiques qui sont pas payantes. On rentre à l'école pour 3 ans. Il y a des bourses d'études qui ont été offertes par une entreprise de communication éditoriale. Il faut forcément être jeune pour y rentrer. On n'a pas fixé de limite d'âge. Dans les faits, on n'a eu qu'une seule candidate qui avait la quarantaine. Mais je vous dis, ils ont en première année entre 17 et 23 ans, ce qui veut dire aussi que leurs parcours sont assez différents. Et juste, c'est des promos de combien d'étudiants, du coup? Là, ils sont 70 pour la première année. On va sans doute recruter une centaine d'étudiants l'année prochaine. On va progressivement. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas qu'on se retrouve débordé. Donc 300 élèves à terme dans l'école? Pour les 3 années, oui, bien sûr. C'est ça. Bah, Et la parité, ça se passe comment? Alors là, elle est j'allais dire quasiment stricte. Elle l'était, et en fait, il y a un tout petit peu plus de garçons maintenant. Mais ça se joue à pas grand-chose. Alors, excusez-moi, parce que je suis en train de dire à Nils que c'est Éloi est fini, en mais il train me dit de- juste une, et je Oui. peux pas lui résister. Non, Nils, mais c'est toujours pareil, de toute façon. je voulais la poser à Isabelle Lefort et ça va être difficile de répondre très rapidement, mais c'est parce que le terme, je trouve, c'est un joli terme et je voulais que vous l'expliquiez un petit peu. C'est dans l'atlas de la planète positive, vous souhaitez, avec Jacques Attali, promouvoir un capitalisme patient. Qu'est-ce que c'est ce capitalisme patient? J'aime bien l'idée, mais c'est quoi? Le capitalisme patient, c'est de dire que c'est surtout un capitalisme qui est l'anti-court terme. C'est-à-dire que de se dire travaillons sur le long terme dans l'intérêt des générations futures. Aujourd'hui, accepter d'avoir un rendement qui soit peut-être petit, qu'il y ait un rendement, c'est certain, d'où le terme de capitalisme. En revanche, accepter qu'il soit petit au départ et puis qu'il grossisse petit à petit et que l'écosystème qu'il va permettre de développer permettra de redévelopper d'autres sources de rendement, d'autres sources de financement, etc., pour contribuer au développement d'une économie ou d'un écosystème qui soit positif pour les générations futures. Merci beaucoup Isabelle Lefort. L'Atlas de la planète positive, donc c'est un must-have, il faut l'avoir chez soi évidemment. Et merci beaucoup Julie Joly. Donc allez sur le site de l'école W, mais aussi sur le site du CFJ bien sûr. Et c'était passionnant, merci beaucoup. Toujours un peu frustrant parce qu'on ouvre encore beaucoup de portes et on aimerait passer des heures parce que chaque thème est vraiment décisif. Merci Nils, merci à nos partenaires, la JD Carré, le Cube et Triple C. Merci au Digital Society Forum d'Orange. Et je vous rappelle que cette émission était un petit peu spéciale évidemment puisque nous sommes dans le Festival des Rendez-vous du Futur qui a pour cadre la Social Good Week également. À tout de suite sur les réseaux, merci.